Un avion de chasse rugit en sortant d'un tonneau si près du sol qu'il frôle une branche avec son aile. Des milliers de spectateurs regardent, incrédules, tandis que dans le cockpit, le pilote crie. « Où sont les spectateurs? Je ne sais pas où ils sont. » Ce n'est pas une cascade. C'est eux qui s'est passé ensuite est devenue la catastrophe de meeting aérien la plus meurtrière de l'histoire. Quelques heures plus tôt, l'ambiance à l'aérodrome de Lviv était tout autre. Pour marquer le 60e anniversaire du 14e corps aérien, l'armée ukrainienne a organisé une grande célébration. Aux commandes du Sukhoi Su-27, un avion de chasse capable de réaliser des acrobaties époustouflantes comme la Cobra de Pougatchev, il s'apprête à offrir un spectacle à couper le souffle, symbole de la fierté nationale. Mais en coulisses, des failles organisationnelles émergent déjà. Volodymyr Topanar, pilote chevronné depuis 27 ans, avait sollicité des vols d'entraînement sur l'aérodrome de Lviv pour s'y familiariser, mais l'armée de l'air a refusé en raison du coût. Comme il s'agissait d'une affaire militaire, Topanar n'a pas protesté. Cela peut sembler risqué pour le public, mais pas pour un pilote expérimenté de l'armée de l'air ukrainienne. Il connaissait la zone grâce à des renseignements militaires et avait répété sa routine d'intervention de nombreuses fois. Pour un pilote comme lui, un territoire inconnu n'est pas rare. Après tout, on ne fait pas de répétition dans une zone de guerre. Les choses n'ont fait qu'empirer. Le jour même, les organisateurs ont déplacé le spectacle à la dernière minute de l'autre côté de l'aérodrome. Cela inclut le déplacement des zones pour les spectateurs. Ces changements sont précipités et chaotiques, et ni Topanar ni son copilote Yuri Yegorov n'en ont été informés. Malgré son adaptabilité, Topanar se sent mal à l'aise. Les jours précédents, des pilotes locaux familiers avec le site avaient exprimé leurs inquiétudes, décrivant l'organisation de l'événement comme chaotique au mieux. L'un d'eux s'est retiré du spectacle pour mauvaise préparation. Il est clair que le spectacle souffre d'une organisation et d'une planification médiocre. Mais malgré ces problèmes, Topanar continue d'avancer, se concentrant sur la finale du spectacle, une routine complexe de boucles, de tonneaux et un passage audacieux à basse altitude au-dessus de la foule. Le spectacle a été un succès jusqu'ici. Les pilotes arrivent à l'aérodrome de Lviv pour leur routine, mais les réponses radio révèlent que la configuration du site diffère de leurs attentes. Avec plus de 8000 personnes au sol, dont des hauts responsables militaires, il serait difficile de les manquer. Mais depuis le cockpit, Topanar et Yegorov ne voient pas la foule. Situation potentiellement mortelle pour ceux en dessous. En voyant enfin le public, Topanar ne le trouve pas où il pensait. Ils sont de l'autre côté de l'avion. De plus, les paramètres de volume fournis par l'armée de l'air ne correspondent pas au terrain réel. Pressés de finir la manœuvre, les pilotes contactent le contrôle aérien pour des instructions. À gauche, allons-y. Allez, réduis l'angle. Malgré la confusion, les contrôleurs ordonnent au duo de poursuivre les manœuvres et les pilotes militaires, formés à obéir, s'exécutent malgré de graves violations de sécurité. Topanar et Yegorov exécutent leur routine sans faute pendant plusieurs minutes, mais ils rencontrent rapidement des difficultés lorsqu'ils tentent avant d'effectuer une figure acrobatique standard. Pendant un demi-tonneau, Topanar remarque que les deux moteurs ont réduit leur poussée. C'est eux qui fait chuter leur vitesse. Volant plus lentement que d'habitude, le duo descend à 200 mètres au-dessus du sol avant de redresser immédiatement pour entrer dans une boucle avec un virage. La manœuvre est censée se dérouler parallèlement aux spectateurs. Cependant, la disposition ne correspondant pas à leur plan de volume, ils se dirigent en réalité vers un grand groupe de personnes. Lorsque l'avion sort de la boucle, il continue de descendre à grande vitesse. Topanar lutte pour reprendre le contrôle du jet, mais il se rapproche dangereusement du sol. Tourne maintenant. Remets-le à l'endroit. Merde. Sors de la vrille. Sors-en. Augmente la puissance. Mets toute la puissance. Augmente la puissance. L'avion se stabilise, les pilotes semblent éviter la catastrophe. En approchant de la lisière devant les spectateurs, il devient évident qu'ils sont trop bas pour remonter à temps. L'aile gauche du jet heurte une branche d'arbre et l'appareil dévie vers le sol. Incroyablement, l'aile touche le béton et l'avion se stabilise brièvement, volant à ras du sol. Mais la situation est irrécupérable. Topanar ne parvient pas à redresser l'appareil et le jet fonce vers un avion de transport devant les spectateurs. Sans autre option, Yegorov actionne la poignée d'éjection juste avant que leur jet ne heurte un avion stationné. Avec cet acte final, la catastrophe survient.
À l'impact, leur jet fait des tonneaux. Après plusieurs rotations, il s'écrase et explose, fonçant à grande vitesse vers les spectateurs. Comme si cela ne suffisait pas, les débris accrochent et traînent une section de fil barbelé sur l'asphalte, déployant un filet morbide de destruction. Tandis que certains tentent donc d'échapper au carnage, d'autres restent de figés en voyant le carburant brûlant, les éclats et les fils barbelés traverser une foule composée de nombreuses familles. C'est le drone de famille, dans la famille locale. Lorsque l'épave finit enfin par s'immobiliser, les conséquences immédiates sont choquantes. Au point que certains témoins luttent encore avec les séquelles psychologiques de CE qu'ils ont vus. Des gens crient après des proches qu'ils ne reverront jamais, et d'autres s'éloignent simplement, incapables de supporter la vue de leurs êtres chers démembrés. Dans certains CAS, les défunts sont méconnaissables. Parmi la foule, un pilote vétéran observe l'avion s'écraser. Il est venu au spectacle avec sa femme et SES 3 enfants, mais en est reparti tragiquement avec seulement 2 fils vivants. J'ai d'abord pensé à ma femme et mon fils. La piste était jonchée de restes humains. C'était l'enfer. Topinard et Yegorov s'en sortent indemnes, atterrissant à plusieurs centaines de mètres de l'épave. Les sièges éjectables les sauvent. Il est impossible d'imaginer les pensées qui traversaient pour leur esprit alors que les services d'urgence tentaient de gérer le chaos qui se déroulait devant eux. Au cours des semaines suivantes, des détails ont émergé lentement sur la cause de l'accident. L'indignation nationale a suivi la perte de vies humaines. Le président ukrainien a promis des sanctions pour tous les responsables de l'armée ukrainienne, hauts ou subalternes. Les dangers d'un meeting aérien sont bien connus. En 2002, après que plusieurs tragédies aient conduit à des consignes de sécurité bien définies, les avions n'étaient jamais censés survoler directement la foule ou s'en approcher de face. Les spectateurs devaient être éloignés du danger et les zones de démonstration disposaient de voies d'évacuation dégagées pour les avions en cas d'urgence. Les pilotes devaient aussi respecter des distances de volume strictes et effectuer uniquement des manœuvres sûres. Au meeting aérien de Skanlev, il était clair dès le début que CES précautions étaient ignorées. Les avions survolaient la foule à plusieurs reprises, les spectateurs étant massés des 2 côtés de la piste, sans marge de sécurité ni voie d'évacuation en cas de problème. C'était une catastrophe annoncée. Après coup, le chef de l'armée de l'air a été limogé et les pilotes ont été tenus pour seuls responsables. Topinard est devenu le bouc émissaire, accusé d'avoir enfreint les règles de volume et tenté une manœuvre dangereuse à basse altitude. Mais la réalité de ce qui s'est passé et SES raison était un bien plus complexe. Topinard n'était pas un pilote novice, sujet aux erreurs d'inattention. Avec 27 ans d'expérience, il avait déjà effectué toutes les manœuvres de la routine de CE jour-là de nombreuses fois sans incident. Il paraît même que des preuves montraient qu'il les avait exécutées correctement pendant le volume. Pourtant, cela a été ignoré lors de son procès. Les 3 juges employés du ministère de la Défense étaient étroitement liés à l'institution en cause. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? 3 facteurs se sont démarqués. D'abord, les pilotes ont reçu de mauvaises informations. Topinard a reçu une mauvaise disposition de la foule et du plan de l'aérodrome. C'est eux qui l'a laissé incertain quant à la position des spectateurs. Il a souvent contacté le contrôle aérien pour confirmation, mais on lui a dit de poursuivre son volume. Cette mauvaise communication a largement augmenté le danger pour les personnes au sol. Deuxièmement, le Su-27 qu'il pilotait a perdu de la puissance en volume. Les enquêteurs en sont conscients, mais peu d'efforts ont été faits pour découvrir pourquoi l'avion a subi une panne aussi critique. La vérité reste inconnue. Ce que nous savons, c'est que l'appareil lui-même posait problème. En 2002, la flotte militaire ukrainienne comptait surtout de vieux appareils soviétiques, et seulement 15% des 700 avions étaient jugés aptes au service. Le Su-27 de Skaniliv avait reçu un entretien défectueux, et son régime moteur était apparemment trop bas lors de l'accident. Topinard a ensuite soutenu qu'il avait signalé CES problème en plein volume, mais que le contrôle au sol lui avait ordonné de poursuivre la routine. Selon lui, l'avion est devenu incontrôlable. Même si d'autres problèmes avec le jet existaient, il était peu probable que l'enquête militaire les découvre ou les admette. Enfin, l'événement lui-même avait été mal planifié dès le départ. Les marges de sécurité étaient insuffisantes et la foule trop proche de l'action. Ces problèmes étaient si évidents que certains pilotes expérimentés présents ont refusé de participer au spectacle. Pourtant, la priorité des organisateurs et des contrôleurs était de maintenir l'événement, quels que soient les risques.
Malgré CES défaillances systémiques accablantes, l'enquête s'est concentrée uniquement sur Topanar. Il a été jugé responsable d'avoir enfreint les règles, bien que les conditions dangereuses ne soient non pas de sa faute. Au procès, les procureurs ont ignoré les preuves de ces bonnes actions et l'ont présenté comme imprudent. Cependant, les décisions de Topanar comportaient aussi des défauts. Peu avant l'accident, il a admis que le jet avait un problème moteur et manquait de vitesse pour la prochaine manœuvre. Pourtant, il a quand même tenté une manœuvre à haut risque à basse altitude, une décision qui a finalement scellé le sort du Suvanket 7 et des personnes au sol. Cette dernière mauvaise décision a causé la mort de 77 personnes et 543 blessés supplémentaires. Des enfants orphelins et des parents sans enfants sur le terrain d'aviation. Le président et le public ont désigné des responsables, mais la gestion étatique de l'accident a aussi été critiquée. Pour commencer, les victimes de l'accident ont reçu un soutien discutable. L'État n'a alloué que l'équivalent de 200 000 $ à partager entre les familles des victimes. Selon les bénéficiaires, la part de chaque famille semblait totalement aléatoire, avec des paiements allant de 7 000 $ à 40 000 $ sans raison apparente. Encore moins d'argent a été donné aux blessés, qui ont reçu des paiements très faibles pour les soins médicaux. Dans l'un des pires exemples, un enfant de 4 ans a été retrouvé allongé sur des corps sans vie à l'aérodrome. Le traumatisme de la catastrophe a perturbé sa parole et son développement mental, mais sa famille n'a reçu que 2 000 $ d'indemnisation du gouvernement ukrainien. Aucun accident de meeting aérien n'a jamais atteint le nombre de victimes de Skanyliv. Mais il reste incertain que la justice ait été faite. Topanar a été condamné à 14 ans de prison et Yegorov à 8 ans. Le tribunal a également reconnu coupables 3 autres responsables pour non-respect des ordres, négligence et violation des règles de volume. Les 3 ont été condamnés à des peines de prison allant de 4 à 6 ans. La pression pour maintenir le spectacle viendrait de hauts responsables militaires. Il est aussi peu probable que seuls 3 responsables aient été négligents avant et pendant le spectacle. Aucune information officielle sur la ligne de démonstration et sa séparation avec la foule n'a été communiquée. De même, la Vesutete. Les résultats de l'enquête et le rapport final restent non publiés. Topanar est la seule à avoir purgé toute sa peine de prison. Il doit se présenter aux autorités une fois par mois, travaille pour rembourser des millions d'amendes et se rend au travail en rollers car il lui est interdit de conduire des véhicules, y compris des vélos. En comparaison, Yegorov et 2 hauts responsables ont été libérés plus tôt. Un autre n'a écopé que d'une peine avec sursis et travaille toujours dans l'armée de l'air.